Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de FILF, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Emeric et cette semaine, je demande à Julien et Alan « Fallait-il faire Dr Sleep ?» Attention, nous allons méchamment spoiler. Bonjour messieurs. Bonjour Emeric. Salut Emeric. Donc nous parlons de Dr Sleep. Donc c'est un film de Mike Flanagan sorti en 2019, donc en 2019, et adapté du roman de Stephen King du même nom, qui lui est sorti en 2013. Il raconte comment Danny Torrance, fils de Jack et Wendy Torrance, essaye de vivre sa vie avec ce don, le Shining, qu'il essaye de noyer dans l'alcool, alcoolisme qu'il semble avoir hérité de son père. Il va être contacté par la jeune Abra Stone qui possède un Shining comme Rose n'en a pas vu depuis très 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 longtemps. Rose, c'est Rose the Hat O'Hara, leader d'un culte appelé le Nevray. Une bande d'êtres vivants, à défaut de pouvoir assurément leur attribuer le statut de humain, je dis être vivant, se nourrissant de vapeurs humaines dégagées par des enfants possédant un certain degré de Shining, conscient ou pas. Laissez-moi vous dire que pour quelqu'un comme Rose, Abra est comme un plat de pâtes au gruyère pour ma fille après une semaine de légumes. Une traque va commencer entre Rose et sa bande d'un côté, et Abra et Danny de l'autre, tandis que Danny se voit assumer le rôle de mentor pour Abra. Ewan McGregor et Danny, la jeune Kylie Curran et Abra, Rebecca Ferguson une déesse, et Rose, lapsus, et le reste, on s'en fiche, du cast. Je suis ravi. Ah non, il n'y a pas Christina Ricci Pas du tout. C'est celle qui fait qui hypnotise là. Elle me fait trop penser à Christina Ricci. Oui, mais pas du tout. Mais non. Ok. Merci de votre intervention. J'ai bien physionomiste. D'accord. Ok. Tu t'es trompé de film, tu as regardé Captain Sleep et pas Dr Sleep peut-être. Ah ouais. Ah oui, parce que c'est pas le même Voilà. film. Captain Super Sleep d'ailleurs. Ah oui, pardon. Jusqu'à cette intervention, j'allais vous dire j'étais ravi de vous retrouver. Mais bon, je mets un bémol là-dessus. Moi maintenant. C'est ça. Bon, je vous pose la question quand même. Est-ce qu'il fallait faire Dr Sleep ? Lancez-vous, messieurs, allez-y. Eh bien... Oh, t'as l'air parti. Un duel. Un Shifumi. Donc, Dr Sleep. Moi, je me lance et puis tu feras la prochaine. Ok, ça marche. Il est dégoûté. Non, ça va. Je déconne. Enfin. Je déconne. Ça va. Dans les interviews qu'on peut retrouver dans les bonus du film, d'ailleurs, il y a énormément de contenu additionnel, autant sur les interviews du réalisateur que sur Stephen King, qui a beaucoup participé au film. King parle d'un scénario trop bon pour être validé par les producteurs, et il met en avant le travail et l'excellence d'Ewan McGregor dans le film, qui s'efface derrière son personnage de Danny Torrance. Je suis pas sûr que King soit très bon en mode cinéma. C'est un super écrivain, j'adore tout ce qu'il fait, mais pour son analyse cinématographique, ça laisse un peu... T'es en train de dire que Ewan McGregor joue pas un jeu terrible. Bah, disons que tu vois pas Danny Torrance pendant tout le film, tu vois beaucoup Ewan McGregor, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir ce personnage créé, mis à l'image avec Danny Lloyd, je crois, c'est ça, oui, Danny Lloyd en 1980, qui était plus convaincant comme enfant de 8 ans que là comme adulte. Bon, par contre, tu parlais de la déesse Rebecca Ferguson, ça, y a pas à dire. Elle est majestueuse dans le film, c'est incroyable. Elle a un charisme, mais oh là là. Et pourtant, elle a un rôle de... Enfin, c'est la grande méchante. J'ai plein de mots qui me viennent qui sont pas très sympas, mais... A priori, on n'est pas encore écouté beaucoup par les enfants. Enfin, tu peux te lâcher en insulte, on va rester là-dessus, c'est bien. Et heureusement, le film tourne beaucoup autour d'elle et d'Abra et de leur relation. Et même si on a pas mal de scènes avec Ewan McGregor, enfin avec Danny du coup, ça reste les moments les plus importants restent avec Rose et Abra. Donc pour ça, merci.
Euh, voilà. Chacune a une scène un peu de transcendance. Rose qui m'ont vraiment marqué en fait. Rose, c'est son moment où elle fait sa projection astrale et où elle part à la recherche d'Abra. C'est c'est ouf, même sur petit écran, la sensation de liberté que le film arrive à transmettre. Euh, et pour Abra, c'est dans sa chambre quand elle regarde par la vitre et où toute sa chambre se met à tourner Mhm. pour changer de point de vue. Et là, pareil, c'est dingue le travail qui est fait sur la fluidité de ces échanges, de ces scènes. Ben, là, vraiment, ce sont deux scènes qui m'ont vraiment conquis sur le film. Ouais, je suis d'accord, c'est super efficace. Ouais. Ouais. Et Très ça très bien rendu. Ça. Oui, c'est très bien. Et ça transmet bien leurs pouvoirs, en fait. On les comprend parfaitement comme ça. C'est plus marquant que la créer sur le tableau. Alors, c'est important, la créer sur le tableau, hein, et c'est très présent dans le livre. Mais ce sont vraiment ces deux scènes-là qui marquent le pouvoir. Euh, Parlons un peu de son lien avec le Shining de Kubrick. Alors, on peut pas les comparer, de toute façon, ce serait très malvenu. C'est pas du tout le même style Ah de bah film. au contraire. Au contraire, on peut les comparer. On peut même en faire des plans, les mettre plan par plan à côté. Alors, je l'ai comparé qualitativement. Parce que comparer les images qui ont voulu être remises et les plans qui ont été recopiés, il y en a, mais il y en a aussi dans Ready Player One. Donc, c'est pas. On est entre le travail de fan et le travail de suite. Euh, et certains raccords avec d'ailleurs l'ancien Overlook sont pas tout à fait corrects. Ah ouais. Notamment la scène quand il arrive dans l'ancienne chambre de ses parents et donc la scène de la hache dans Shining Ouais. où les deux pans de la porte sont défoncés et normalement ça devait peut-être pas l'être, mais en tout cas là on retourne dans l'Overlook, plus un seul des pans est pété. Donc ouais, quelques petites. Pourtant, il essaie d'être le plus fidèle possible. Hein, Non, il y a deux pans de porte qui sont pétés Mm, mm. dans Doctor Sleep. Non, un seul. Ah, j'en ai vu deux. Hein. Non, un Il seul. y a deux portes différentes. Ouais. Avec deux pans de porte. La porte qui mène sur la salle de bain. Mhm. Non, ça je crois que Et celle c'est d'avant respecté. aussi. Hein. Celle Alors, d'avant aussi non, est pétée. Hein. Celle d'avant est pétée, oui. Mais dans la porte qui mène à la salle de bain, c'est un gros rectangle avec 4 rectangles. Il n'y a que celui d'en haut à droite qui est défoncé. Dans le film, enfin dans Shining, il défonce les deux. Alors on le voit pas Ah. défoncer le deuxième. Ok, d'accord. Oula, ah oui, c'est précis. Mais ouais, c'est du. Ok. Ça Oh. chipote, non? Ça chipote un peu, ouais. Mais j'avoue que c'est parce que dans Shining de 80, pareil, on le voit pas défoncer ce pont de porte. C'est à un moment, il pète. Il essaie d'aller dans cette salle de bain, donc il pète le premier pan. Il se fait découper la main. Et là, il y a une coupure, une petite ellipse. Et on les revoit avec. Enfin, il y a l'arrivée du véhicule à chenille. Et on revoit avec ces deux pans de porte pétés, ce qui est pas. Ça veut dire Ok. qu'il a continué à hacher pendant qu'on n'était pas là, ou un faux raccord. Enfin, j'en sais C'est un rien. faux raccord, Voilà, ouais. bref. Mais du coup, c'est parce que ça m'a titillé dans le film de 4 ans en me disant, tiens, c'est pas super logique. Ah bah tiens, ils l'ont pas remis dans Doctor Sleep. Tiens, d'ailleurs, qui a revu Shining, du coup, pour l'occasion? Oui. Moi, j'ai pas regardé, du coup. Ouais, Non. donc toi, tu l'as regardé juste Ouais. avant, en fait. Juste Ok. après. Après, ok. Intéressant. Je voulais le regarder avec les enfants, mais Quelle drôle d'idée. ils ont pas voulu. Ils ont bien, ouais. Ils ont refusé au dernier moment, Ils quoi. sont plus raisonnables que toi. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont flippé, ils ont parce Ah, mais que- s'ils l'ont pas vu. Non, parce que je leur ai laissé un choix qui n'était pas vraiment un choix, hein, où ils pouvaient s'occuper un peu à faire ce qu'ils voulaient pendant 1 heure avant le coucher, ou regarder entièrement le film avec moi. Ah, Donc ils ont préféré faire ce qu'ils voulaient pendant Ok. 1 heure Ah oui. que d'aller se coucher plus tard et de regarder le film. Je vois. Donc c'est que partie remise, je les traumatiserai un autre jour. C'est pas grave. Donc je peux parler du ressenti que j'ai eu dans les deux films.
Donc dans Doctor Sleep, j'ai vraiment vu une histoire de Shining. Intéressante, bien rythmée, tout ça. Par contre, en revoyant Shining, j'ai ressenti le Shining. C'est vraiment deux sensations différentes où je l'ai pas. Enfin, non, voilà, dans Doctor Sleep, je l'ai vu, mais je l'ai pas ressenti. Euh, mais ça colle bien à ce que disait Kubrick. Enfin, ce que disait Kubrick, hein. C'est que l'écran est un support magique. Il a tellement de force qu'il peut retenir l'attention en transmettant des émotions et des humeurs telles qu'aucune autre forme d'art ne puisse lutter. Et je le ressens vraiment dans son film. Ce que je ressens moins dans Doctor Sleep. Euh, J'ai récupéré le livre aussi. Tu voulais qu'on fasse un peu le lien entre le livre et le film, et puis tu voulais parler d'adaptation. Alors, quand je vous ai parlé des films pour le vote, je vous ai justement dit que c'était bien que vous les lisiez pas, en fait. Justement, pour que vous jugiez, que vous jugiez les films pour ce qu'ils sont, en fait, des films, et pas des adaptations. C'est pour ça que je l'ai récupéré, mais je l'ai pas lu. J'ai juste été repioché dans le livre des scènes qui m'avaient marqué dans le film, en me disant, mais comment ça avait été écrit? Donc en me posant la question dans l'autre sens. Mais il faut le lire. Bah, maintenant que je l'ai, je ah lirai, oui, hein. mais tu peux y aller, il est... Mais est vraiment très bien. pour les quelques points que j'ai trouvés, enfin que j'ai déjà lus, on est dans une autre histoire. Oui. Bon, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de libertés qui sont prises dans le film, qui sont majoritairement justifiées. Oui, liberté validée Oui. par Stephen King. Et qui fonctionne complètement à l'écran. À l'exception d'un que j'ai pas trop trouvé utile, c'était le cycle. Je voulais savoir comment le cycle était fait. Donc quand un des membres du nœud mourait, comment est-ce que ça avait pu être décrit dans le livre? C'est tous ces effets de transparence. Toute la description, toute la scène est très très bien retranscrite. Il y a un point de détail qui change, c'est qu'à la fin, dans le livre, il disparaît. Et dans le film, il se transforme en nuage de vapeur et tout le monde se rue dessus et ça devient du cannibalisme. C'était pas indispensable, mais sans ça, c'est vraiment des scènes qui sont très très similaires. Et la fin est très très différente par contre. On est au même endroit sans être. Dans le livre, l'Overlook a été transformé en camping, qui est un point de ralliement des camping-cars, qui est un point central du livre et du film. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de recherches sur les camping-cars américains de la part de l'auteur et de ses proches, on va dire. En tout cas, voilà, il a fait énormément de... C'est un bon catalogue pour vendre de camping-cars, ce livre. Et du coup, il a terminé sur un lieu de rencontre, enfin un camping, avec quand même juste une cabane restante et une place surplombant tout le reste de la vallée, le toit du monde, où se tenait l'Overlook avant, mais n'est plus présent dans le livre. Ok. Ça change, le lieu est le même, mais dans le film, le fait d'avoir choisi de le laisser à l'abandon, c'était un bon choix. Ça m'a vraiment marqué, et ça en fait que ce film, je sais pas, il y a une sensation d'avoir deux films en un. Oui. Ouais, c'est pas faux, ouais. Avec comme point de deuxième départ le retour à l'Overlook et la musique du film de 1980, ce qui nous fait aussi réaliser que ça manquait avant, en fait, qu'il y a quelque chose qui manquait dans cette première partie. Pourtant, il se passe plein de choses, hein. Mais il manque, pas cette musique-là, mais il manque musicalement quelque chose. Dans le film de 80, il y a beaucoup d'effets sonores marquants, beaucoup de montées dans les aigus, les battements de cœur. On va retrouver ces battements de cœur dans Doctor Sleep. Ouais, ils sont hyper présents. Mais il reste plus que ça. Ouais. Mais vraiment, ça la musique ça est derrière marque. ça. La musique est derrière. Puis la musique, c'est pareil, c'est une ambiance. Hein. C'est pas tellement... Enfin, c'est pas mélodique, c'est pas rythmique. Oui, voilà, c'est vraiment du fond. Mais certains moments de Shining sont limite assourdissants de Shining, en fait. Vraiment, on sent qu'il se passe quelque chose et dès qu'il y a des esprits, plus c'est fort, moins c'est audible, en fait, moins c'est supportable. Oui, parce que Danny parle de fréquence. Oui. En fait, il dit que ou sa mère disait que c'était... il avait une radio dans la tête, en fait.
Du coup, c'est des fréquences qui entend. Oui, c'est très très bien retranscrit dans les années 80. Mais pas du tout dans celui-ci. Ça manque dans un peu. Dr. Sleep, il y a un petit peu quand même. Il y a un moment donné, on a les voix et tout comme ça. Là. Ouais, mais justement, après, je veux pas empiéter J'aime bien, sur, je fais des gestes, c'est pas du tout radiophonique. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire des gestes. Je veux pas empiéter sur ta partie, Julien, mais en fait, mais du coup, j'en profite. Vas-y. La scène dont tu parles, Alan, en fait, je trouve qu'elle est symbolique de plein de choses dans ce film, en fait, où tout est facile. Tout est facile. Par exemple, effectivement, Danny doit se concentrer parce que sa tête est une radio et il doit trouver la bonne fréquence pour trouver celle de Abra. Mais il la trouve tout de suite. Et le film, c'est tout comme ça en fait. Dès qu'il doit faire quelque chose, ça se passe, c'est facile. La seule, dans le livre, Danny en chie. Vraiment, il n'y a rien de facile dans sa vie à Danny dans le livre. La seule qui s'en sort, c'est Abra. J'ai trouvé que dans le livre, dès le début, tu sais que Abra va gagner. Dès le début. Tu sais qu'elle est plus forte, elle est plus puissante que Rose. Et tu l'as pas ressenti dans le film, ça ? Ah ouais, ça tu le sens quand même pas mal dans le film. Oui. C'est bien retranscrit aussi. Ça. Oui, mais c'est noyé dans le fait que, si tu veux, dans le livre, ça a un impact parce que dès le début, tu dis Rose, elle va prendre cher là en fait. Et tu sais qu'elle va y aller, tu sais qu'elle va chercher Abra parce que c'est son plat de pâte au gruyère, tu vois. Mais on sait aussi, nous, on connaît très vite, une espèce d'ironie dramatique comme ça, on sait très vite la puissance d'Abra, en fait. On le sait, on le comprend, c'est assez net. Donc on sait que Rose va perdre. Dès le début, ce serait un sacré twist et ce serait incompréhensible que Rose gagne à la fin. Par contre, à côté de ça, tout le monde en chie. Vraiment. L'équipe de Rose, tous ces acolytes-là, Danny surtout, et donc du coup ça a du sens que Abra soit hyper puissante et que tout lui est accessible quand elle arrive à repousser Rose et lui dire sors de ma tête par exemple, parce que ça aussi ça se passe dans le livre, c'est ok, pour moi je trouve ça logique qu'elle l'expulse aussi facilement en fait. Par contre dans le film tout est facile, t'as des ellipses, alors effectivement tu vois Danny en difficulté au début, il dort sous un pont, il galère, mais mine de rien, c'est juste c'est une étape. C'est une étape, tu le vois pas vraiment subir quoi que ce soit en fait. Tu le sens pas dans la galère, et même quand il veut changer de vie, il arrive, va au bon endroit et il tombe sur la bonne personne. Alors on peut aussi se dire que c'est le Shining qui le guide. Oui, et moi je trouve que c'est Billy, le Shining de Billy, qui lui fait dire j'arrive à sentir les bonnes personnes. Ok, soit, mais effectivement, comme tu dis, tu le sens pas en galère. Du coup, ça amenuise, ça amoindrit l'impact de la puissance d'Abra, pour qui effectivement tout est facile. En plus, Danny dans le film, tu le sens presque au niveau d'Abra en fait. Tu te dis que Danny a priori il est assez puissant et on a du mal à voir vraiment. On voit qu'Abra est plus puissante dans le film, mais on sait pas vraiment à quel niveau. Mais Danny il est puissant en fait, parce que quand Rose, ça a été atténué en plus avec l'alcool et tout, mais c'est ça. Et quand Rose est enfin en face de Danny, elle lui dit mais où est-ce que tu t'étais caché tout ce temps quoi? Comment ça se fait qu'on t'a jamais trouvé? Et ils l'ont jamais trouvé parce qu'il a noyé ce Shining dans l'alcool et qu'il l'utilisait plus en fait. Ah, il s'était abruti la tête, ouais. Voilà, du coup, pardon. Il a pas dû commencer quand il était petit non plus. Il a pas dû boire à 5 ans. C'est le fils de Jack Torrance quand même. C'est vrai. Qui était sobre depuis 5 mois. Mais oui, effectivement. Après, peut-être qu'ils étaient juste pas dans la même région, ils l'ont pas détecté tout de suite, quoi. Mais non, il a surtout appris à se cacher. Et puis ce que Reagan lui dit. Oui, c'est vrai. En plus, ouais, exact. Vas-y, pardon. Du coup, je t'ai coupé, mais voilà. Dans l'élan. Toute l'histoire de boîte aussi qu'il apprend au début, ça n'existe pas dans le livre. Ah bon? Non. Ah, c'est marrant ça. Pourtant, c'est un truc que King aurait pu faire, ça. Ok. Ouais, mais il y en avait pas vu comme il termine, et puis même. Il n'y en avait pas besoin pour arriver sur cette fin-là. Ça, c'est toute l'histoire liée au film en fait d'avant, donc effectivement, du coup, c'est logique en fait. Enfin, c'est logique, oui et non. Ça aurait pu être. Il n'y en a eu pas besoin. C'est pas dégueu, ça marche bien. Ça comble peut-être une lacune, parce que c'est vrai que c'est pas bête qu'il soit poursuivi par un peu les fantômes de l'Overlook. Mais non, en plus, si l'hôtel est toujours en place, pourquoi il reste pas là-bas? Dans le livre, il reste là-bas. Donc, justement, du coup, ouais. C'est en y retournant
Ah ouais, je sais pas si c'est très logique en fait. On peut aussi dire que vu que Danny les enferme dans une boîte, que cette boîte est dans sa tête, là où il va, la boîte va en fait. Ah ouais. Donc, du coup, pourquoi retourner mais les fantômes, les fantômes de l'Overlook, pour les libérer. Ouais. Les fantômes de l'Overlook le suivent en fait. Ils quittent carrément l'hôtel et ils le suivent. Je sais expliquer un moment dans le film pourquoi, mais je sais plus. Mais ça, tu vois, c'était pas présent dans le livre, ni présent dans sa suite. C'est un rajout à Dr. Sleep, cette partie-là. Ouais. Le fait que les fantômes pas mal, hein, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Hein. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'était peut-être pas utile. Moi, c'est cool quand même le pouvoir d'enfermer dans les boîtes. En gros, ça donne plus d'importance à Danny Torrance. Que sinon, c'est vraiment dans le livre, c'est vraiment Abra, le personnage principal. Ça lui donne de la puissance aussi. Voilà, en plus. C'est ce que je dis. Du coup, on voit bien qu'il est bien puissant quand même. Tout à fait. Bon, du coup, je suis un peu perdu par rapport aux notes que j'avais prises, mais donc désolé. Non, mais c'est toujours intéressant. On a parlé de Ready Player One, on a parlé de... Ouais, d'ailleurs, dans Ready Player One, c'était super bien fait, hein, quand même, le passage Shining. Je défends. Ouais. Bah, on est très proche de ce qu'on retrouve ici, tu vois, c'est vraiment une séquence doudou. L'Overlook Hotel, là aussi, pareil, c'est vraiment... Et c'est très très fidèle à l'original. Mais c'est très appuyé aussi. Ça aurait pu être un peu moins appuyé. Et c'est bien qu'il l'ait gardé tel quel, parce que vu que dans le livre, c'est vraiment rasé pour être transformé en camping-car, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose où Stephen King a dû vouloir raser son hôtel. Puis il détestait le film, peut-être qu'il a vraiment voulu raser son hôtel pour se débarrasser du film dans son livre, qui date de 2009, je crois. Shining ou... Non, Dr. Sleep. 2013. 2013, c'est quand même très récent. Mais peut-être qu'il y avait déjà pensé avant, et puis qu'il l'avait un peu rayé. C'était une manière de dire qu'il avait rayé le film, justement, dans sa tête, ouais. Non, voilà, mais c'est arrivé assez tard, sa réflexion sur Dr. Sleep, et c'était vraiment ce qu'il y avait autour de... Enfin, savoir ce qu'était devenu cet enfant. Et la seule chose dont il s'est débarrassé vraiment, c'est de l'Overlook Hotel. Ouais. Donc peut-être bien un inconscient pour dire de vouloir virer ce film. Mais en validant le script, il change d'avis. Finalement, il dit bon bah ouais, ok. Mais heureusement parce que et sûrement Flanagan a dû être pour quelque chose parce qu'il a grandi avec ce film. Ça fait partie des films qu'il a étudiés. Ça fait partie des films de son époque. Enfin, comme pour Ready Player One, ça fait partie des films incontournables. Ready Player One est un film incontournable. On s'égare, c'est gentil, c'est gentil ça. On s'égare. Shining est incontournable. Shining est incontournable, pas Ready Player One. Pourquoi tu mélanges tout? Oui, non, je vais pas. J'arrête là. Donc tout ça pour dire, il ne pouvait sûrement pas lui le raser, et c'est très bien qu'il l'ait remis parce qu'effectivement, on peut pas raser l'Overlook Hotel. Alors on peut sans l'achever, ce qu'ils vont être amenés à faire. J'ai beaucoup parlé cette fois-ci, donc je vais conclure. Oui, il fallait faire Dr. Sleep. Pas sur... Enfin, comment dire, sans qu'il ait la prétention de vouloir atteindre le niveau d'un Shining, on n'est pas du tout là-dessus. Ça reste un très très bon film d'horreur, efficace, violent. Je vais pas parler des scènes de torture d'enfants, peut-être que vous le ferez. Mais avec des scènes qui restent marquantes. Et même s'il n'a pas fait un succès au box-office, et qui a priori, tu disais Alan, qu'il avait empêché de faire un préquel. Ah oui, c'était un truc, j'étais tombé dessus sur internet, oui, exact. Donc si cette info s'avère véridique, d'autant plus il fallait le faire, pour pas que ce préquel se fasse. Alors là, on a vraiment la boucle qui est bouclée. Donc oui, ouais, c'est vrai. Très bien. Ok. Alan, si tu veux prendre la suite. Ouais. Alors, du coup, par où commencer? J'en sais rien. Stephen King. Moi, je suis un quarantenaire, donc j'ai lu plein de Stephen King. Comme beaucoup de quarantenaires, hein, j'imagine. C'est possible. Ouais, voilà. Je ne le suis pas encore. C'était. Dis donc. Alors... Mais t'en as lu quand même. Oui, bien sûr. Ouais, bon, bah voilà. Enfin voilà, c'est.
Et non, j'aimais beaucoup, donc je connais sa façon d'écrire, donc j'ai pas lu Dr. Sleep, mais j'ai reconnu le style de Stephen King dans le film, par contre, clairement. Parce que t'as ce développement qui est presque un peu trop long, mais il y a que King qui est capable de faire en sorte que ça tienne quand même. Et toujours avec cette fin, souvent un peu trop rapide et un petit peu décevante aussi. Et ces bouquins sont souvent structurés comme ça en fait. Il y a un développement extrêmement long, mais bien foutu. Et avec un petit manque, il pourrait pousser plus des fois le truc final auquel il nous amène. Et il passe tout le bouquin à nous amener sur un truc final qui des fois manque d'impact par rapport à. Et j'ai ressenti pareil pour le film, du coup. Même si tout le passage de l'Overlook est quand même pas mal, ça rehausse peu. C'est pas un final complètement décevant. C'est plus l'affrontement contre Rose que je trouve décevant. Pas toute la scène d'Overlook qui est vraiment assez gratifiante quand même en tant que cinéphile. Voilà, même en ayant lu les bouquins, quoi. Enfin, ça. Ouais, c'est pas mal. Même si ça pousse trop, comme je disais, sur les références Shining, ils veulent te remettre toutes les apparitions qu'a vu Danny dans le premier film. C'était pas obligé de tout mettre, même la porte en sang, là, qui est d'ailleurs mieux faite dans Ready Player One, je trouve, que dans celui-là. C'est fou, ça. Hein. Bah oui, bon. Pourquoi il a envie de parler de Ready Player One à un moment, je ne sais pas. Ouais, c'est un bon film. Mais ils l'ont pas refaite, là, ils ont juste récupéré les images. Non, je crois que c'est refait, hein. Ça avait l'air refait, hein, pour le coup. Parce qu'en plus, c'est sur un angle un petit peu... Tu crois que c'est les images du premier ? Pour moi, il y a vraiment des coupures d'apparitions qui proviennent du premier. Ah, moi, ça m'a l'air... En tout cas, si c'est refait, c'est quand même un sacré boulot. Même sur les décors, hein, tu retrouves... Même si les décors sont délabrés, tu ressens bien l'hôtel. Et pourtant, j'ai pas revu de Shining, mais j'avais quand même le truc bien en tête. Enfin, ça marche bien, quoi. Ça, non, il n'y a pas de souci. Même le bar, là, même toute la salle de bal et tout, ouais, non, c'est... Il y a du joli taf. D'ailleurs, dans l'ensemble, la réal, je la trouve belle. L'image est belle, la lumière est belle, franchement. Donc ça, c'est déjà un très très bon point. C'est pas... Et il reprend pas mal aussi de mouvements de caméra, pareil, encore un petit peu trop, mais il reprend des mouvements de caméra du premier de Shining. Shining, ce qu'il faut savoir, que c'est le premier film qui utilise la Steadicam, je crois. Donc avec ces plans où il suit le tricycle, et que c'est quelqu'un qui porte la caméra, et qu'il n'y a pas d'à-coup, parce qu'il y avait... C'était une des premières utilisations de cette technologie où tu peux porter la caméra sans que la caméra bouge, en fait. Là, tu vois, tu l'as aussi dans le labyrinthe, mais en reculant la caméra, et devant les deux personnages qui avancent. Et là aussi, tu dis... Enfin, c'est... Pour un film des années 80, tu dis que c'est quand même impressionnant. Le caméraman connaît son chemin, parce que je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont dirigé, mais il est vraiment en train de reculer avec sa caméra. tu sens qu'il galère dans le milieu de tuyas de 3 mètres de haut et tout ça, pour filmer de face les personnages qui avancent. Faut des bons techniciens pour faire ces plans-là, ouais, c'est clair. Et tu retrouves pas mal de ces plans du coup dans Dr. Sleep. Donc t'as un vrai hommage au premier film de Shining, hein, ça c'est clair. Et je sais pas comment il a fait ce réal. Il a réussi à concilier du coup le roman et le film en fait. Il a réussi à apaiser les démons, c'est-à-dire qui se battaient entre les deux. Pour lui, vraiment, il réallie King avec le film Shining, et puis il les apaise, enfin il les associe, enfin je sais pas comment dire ça là. King désavoue toujours le film de 80, hein. C'est pas ça lui a pas fait changer d'avis. Hein. Ouais, mais là du coup c'est vrai qu'il oui, mais c'est pas ça que... Il arrive à lier les deux, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement par rapport à Stephen King, c'est par rapport visuellement et dans l'histoire. Il arrive à faire un lien entre et le livre Shining et le film Shining, et de faire en sorte de créer quelque chose, un lien entre ces deux supports-là qui, a priori, ne sont pas... Et qu'en plus, King n'aimait pas le premier film. Et son propre film. Et ça effectivement, ça c'est un...
C'est un joli... C'est un joli tour de force. Un bel acte de bravoure, ouais. Je trouve. Parce que non seulement toutes ces refs à Shining, même si je trouve qu'il y en a... Enfin, c'est un peu trop... Oui, elles sont quand même bien réalisées, il y a pas à chier. Puis tout cette fin avec quand t'arrives dans l'Overlook et tout, bah ouais, ça prend une dimension qui est pas dégueu quand même. Et pourtant, en regardant le film, je regardais un roman de Stephen King, hein, clairement. Je regardais pas le Kubrick, le Shining d'avant, quoi. Donc il a vraiment réussi à lier les deux, quoi. Ça c'est vraiment impressionnant. Puis voilà. Alors, vous aimez bien la nana au chapeau là. Alors par contre, c'est Rebecca. Ouais. Hein, c'est pas juste la nana au chapeau. Ou Rose. Ou Rose. Oui, Rose, si tu veux l'appeler par son prénom. Voilà, ouais, ça montrer un petit peu, faire preuve un peu de respect. Oui, non, mais je fais jamais très attention au nom. Oui, non, mais quand même. Rebecca et Ferguson. Non, moi j'ai du mal avec elle. Désolé, les gars, j'ai pas réagi quand vous en parliez, mais il l'a pas dit, hein. Rebecca. Ça c'est le bruit de ma chaise et ça c'est moi qui m'en vais. Bon, on va continuer à 2 du coup. Pas sûr, non. Attention. Non, mais bon, ok. Il y a des gens qui adorent Guillaume Canet, par exemple, tu vois. Non, je suis désolé, c'est la seule. Bah, elle est pas mal, hein. Je dis pas qu'elle est. Oh mon Dieu, il me cherche. Je crois qu'il me cherche. Elle est pas mal. Une pâquerette, c'est pas mal. Les pâquerettes. Par contre, la gamine qui joue à bras, elle est incroyable, cette gamine. À côté de ça. Non, t'as confondu les deux, t'as inversé les deux. Non, mais justement, comme dans le film, elle explose l'actrice, hein, pareil. Elle tente, hein, Rose, elle essaye, tu vois, elle essaye d'être au niveau de la gamine, mais elle se fait rétame, quoi. Non, je suis méchant, elle est pas si mal que ça, mais je sais pas, non, c'est ton avis et je le respecte. Voilà, entendu, elle est pas si mal que ça, la condescendance de ce garçon. Oui. Non, mais c'est son avis et on le respecte. Bien sûr, oui. Mais on respecte plus la personne qu'il est. C'est ça. Voilà. Ton avis est respecté, Alan. Poursuivez, je vous en prie. Ouais, vas-y, enchaîne avec ça. Tous les autres, ils sont bien. Putain. Non, les acteurs sont pas mal. Même, c'est Ewan McGregor. Ouais. Oui. Ouais, ça va. Il manque peut-être un petit quelque chose, ouais, mais ça colle avec ce gamin tout gentil, Danny. Attends, il est complètement dérangé dans le film, Et puis oui, tu dis si on était censé retrouver un peu de son père en lui. C'est vrai qu'on le voit pas trop là, pour le coup. Mis à part son côté alcoolique, ouais. On le voit surtout à la fin quand les rôles sont inversés en fait. C'est ça. Ouais. Dans Shining, quand t'as Jack qui court après Danny, ben là du coup c'est Danny qui court après Abra. Ouais, là effectivement tu le vois un peu là. Par quand contre. il est dans l'Overlook, oui clairement. Ouais. Ah, ils auraient pu faire une transition un peu plus subtile. Ouais, plus dans le temps en fait. Ça l'est plus dans le livre en tout cas. Ouais. Ah d'accord, ça manque peut-être un petit peu. Et Rose l'attaque sur ça en fait, elle fait ressortir le côté de son père qui est en lui, ce qu'on ressent moins là du coup. Mais au même titre que spoiler, c'est son père qui le sauve dans le livre. Ah d'accord. Et vraiment ça a un impact plus marquant que tous ces fantômes qui sortent de la boîte en fait. Ça serait c'est presque bizarre, mais tu me diras, il avait été perverti par l'hôtel. Ouais. Bon, faudrait le lire, faudrait que je le lise, tiens, le bouquin, ouais, effectivement. On verra ça plus tard. On parle du film. Et d'ailleurs, ouais, toute cette histoire là, d'alcoolisme, enfin, qui colle avec son père et tout, enfin, où tu le vois petit à petit, avec sa rémission, et puis c'est pas mal, c'est du bon développement de personnage, c'est plutôt cool. Voilà. Comme toi, j'ai adoré les moments de fight imaginative là, mentale. Ça, c'est hyper bien rendu dans le film et j'adore. Et j'adore le principe de baston mental. Ça, c'est rendu visuellement. C'est un truc que je kiffe beaucoup. Et là, c'est vraiment très très bien fait. Les deux scènes de palais mental, dans la chambre, dans l'église, ça marche super bien. Ouais, non, c'est clair. Ouais, et puis quand Rose lui dit mon esprit est une cathédrale.
Il lui en fallait pas plus, Abra, c'était sa porte d'entrée, en fait. Non, mais grave. Mais vraiment. Et puis ça marche très bien aussi dans le film, la manière dont elle se fait piéger. Elle fouille les trucs et puis elle se fait coincer la main et tout. Et ouais, ça, dans le film, ça, tu t'attends pas trop à ça à ce moment-là. Et c'est là où tu vois que, pardon Alan, mais c'est là que tu vois que Rebecca Ferguson, c'est quand même une sacrée actrice parce que elle a mine de rien pas énormément de scènes que ça pour montrer que c'est elle la boss en fait. Bah oui, mais tu le sens. Par contre, c'est quand même un souci. Non, mais c'est là où je suis pas d'accord, parce qu'en fait, elle a tellement de charisme quand elle est piégée par Abra, elle panique. Tu vois, elle panique, elle se met en colère, elle dit non, mais ça ne m'arrive pas normalement, en fait. Ouais. Et je pense, moi, j'adhère à cette manière de. Dans cette scène, elle est bien. Tu vois. Non, mais enfin, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que si t'as pas une actrice qui a le charisme de Rebecca Ferguson, tu la crois pas à aucun moment, tu la crois leader de ce groupe en fait. Et du coup, le fait qu'elle soit en difficulté, ça met aussi en exergue le fait qu'Abra soit hyper puissante en fait, tu vois. Ah ouais, ça clairement, mais ça manque mais un petit Rose passage. a pas énormément de scènes pour montrer clairement l'étendue de sa puissance, à part cette projection astrale. Exactement, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est aussi le jeu qui fait que t'adhères à ça, quoi, et que tu la crois en difficulté, et que non seulement tu la crois en difficulté, pas parce que c'est une tocarde qui sait rien faire, mais parce que justement, c'est un monstre, et que Abra est plus puissante que ce monstre, en fait. Ouais. C'est des vampires, on est d'accord, c'est juste... des vampires d'âme, ouais. C'est des vampires version Stephen King, quoi. Oui. Ou des vampires d'âme, je dirais, tu vois. C'est ça qu'ils aspirent, en fait. Ouais. Mais ça colle bien, hein, cette vision des vampires chez Stephen King, c'est assez nickel. C'est des vampires cannibales qui mangent que des vampires. C'est un peu particulier aussi. Non, les enfants... Mais c'est parce qu'ils ont du pouvoir en fait. Ils ont le Shining. Pas tous, il y a surtout Rose qui a le Shining, mais les autres... Ils l'ont aussi, hein. Ouais, ils l'ont aussi. Bon, après, dans le film, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de... on passe pas du temps avec eux. Oui, si, tu me diras, la nana qui hypnotise, en fait, elle récupère tout le temps des... Elle est très puissante. Si, en plus, ils le disent dans le film. Ils récupèrent de temps en temps ceux qui ont le Shining, et puis ils veulent pas récupérer Abra parce qu'elle est trop puissante. Elle deviendrait la chef, quoi, du groupe, clairement. Mais elle veut récupérer Danny. C'est vrai, elle essaye de récupérer Danny, ouais. Parce qu'elle sait que Danny plus Abra, elle est foutue. Mais elle, plus Danny, elle peut buter Abra. Et c'est ça qui est intéressant, qui est bien quand tu développes un peu les histoires et les personnages, parce que, en fait, tu comprends plein de choses comme ça, justement. Elle récupère que des personnes qui ont eu le Shining et qui ont morflé un peu dans la vie aussi. T'as la nana qui hypnotise, qui finit par se venger de plein de mecs qui volent les mecs, là, puis Et puis Danny, il en a bien chié, donc elle essaye de... C'est ceux qui sont un peu affaiblis qu'elle peut contrôler, quoi, en gros. Ouais. Non, c'est bien, les développements de personnages. C'est pas mal. Et oui, bah voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est à peu près tout. C'est un bon film de Stephen King, d'une histoire de Stephen King. C'est une bonne adaptation, j'imagine. Après, j'ai pas lu le bouquin, mais en voyant le film... Ça me semblait être un très bon Stephen King, quoi. Je retrouvais Stephen King dans le film, clairement. C'est une adaptation très libre au support sur lequel il est créé. Et donc, ça en fait une bonne adaptation. T'as quand même l'essence, quoi. T'as l'essence de la manière d'écrire de King. Enfin, ça y est, quoi. Ça, y a pas de souci. Alors, j'allais dire qu'il y a le mérite d'être validé par l'auteur, mais c'est pas forcément un gage de... Ouais, pas toujours. Un gage de qualité, parce que Jean-Christophe Granger qui valide le scénario des Rivières pourpres, par exemple. Oui. Non, c'est pas... Non, quoi. Je crois que j'en ai pas un mauvais souvenir, moi, des Rivières pourpres. Mais... Quand t'as lu le livre, je comprends pas comment tu peux écrire un livre et adapter un scénario qui n'ait plus rien à voir avec ce livre. Ah ouais, ça, ouais. Alors, je vais pas dire du mal, mais... vraiment, le grand écart entre les deux m'échappe complètement. Ah, puis en France, il y a eu pas mal d'adaptations de polars comme ça, où il variait, il changeait... Il y a eu une série justement avec... où je crois qu'il était aussi au scénario. En fait, il y a des livres de Granger qui ont été adaptés en 2 épisodes, ou 2 ou 3 épisodes par... qui se passe dans la montagne, là Non, rien à voir. Il y a La Dernière Chasse, il y a... il y en a 2-3 comme ça. Je crois qu'il y a pas mal de livres de Granger qui ont été adaptés en 1 ou 2 épisodes des téléfilms français. Quoi. Okay. C'était pas des scénarios faits... des histoires par région aussi?
Des histoires policières, mais par région. Je crois qu'il y a eu les Rivières pourpres, justement. Mais je te dis, c'était en 2 fois. Ça sortira sur TF1, tu serais pas surpris, quoi. Ok. Non, mais en plus, sans dénigrer, hein. Mais c'est un peu le format, quoi. C'était un peu le format. Mais justement, il y a un téléfilm comme ça comme tu parles là, qui était en plusieurs parties comme ça, qui était adapté d'un bon polar, que ma copine avait lu, et elle disait mais c'est le personnage principal, c'est pas du tout le même. Ils en ont fait un personnage classique des polars, en fait, le mec un peu désabusé, qui picole, tu sais, enfin genre le détective des films noirs, alors que dans le bouquin il était absolument pas comme ça, quoi. Et il y a plein de variations comme ça, et tu te dis en plus ça sert à rien à l'histoire. Je veux dire, c'est mis à part pour faire un personnage archétype de polar. C'était pas obligé, c'était vraiment pas obligé en fait. C'est pour donner au spectateur ce que le producteur pense que le spectateur attend. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu triste, quoi. Donc du coup, ce qui diffère chez Danny Torrance, c'est que en fait, il est pas désabusé, quoi. Il est paumé, il picole, mais pour le coup, pour le coup, c'est pas parce qu'il est désabusé. Le livre, c'est comme un film sur les alcooliques anonymes, et dans le film, c'est beaucoup traité aussi. Ouais, carrément, c'est quand même beaucoup traité. Là, c'est traité comme moment pivot, moment pivot de la vie de Danny, quoi. C'est survolé. On le voit toucher le fond. On voit ce moment où il touche le fond. Et on le voit remonter, mais la remontée est très facile pour comme lui. Tout est facile. Mon grand-père m'a dit quand j'étais petit, ce qui est facile est mauvais. Et justement, on manque un peu de à un moment donné, justement, dans l'Overlow, pour aller dans l'Overlow, qui disent non, il faut fuir Rose, elle est trop puissante et tout, alors que, on sait que Abra peut la vaincre en 2 secondes. Ouais, ça manquait un petit quelque chose. Elle a quand même, c'est pas évident quand même. Elle est plus puissante, mais en même temps, elle a pas l'expérience. Oui, et puis au pire, Danny, tu sens qu'il sent qu'elle est puissante, etc. Mais ça manquait un peu de preuves visuelles, quoi, de sa puissance, même s'il y a quelques trucs, hein, mais... Dans le livre, t'as un moment pivot où Danny et Abra sont ensemble. Rose arrive à pénétrer dans le cerveau de Danny, en lui faisant croire qu'il est en train de se combattre contre elle, mais en se projetant sur le corps d'Abra. Donc Danny commence à tabasser et à étrangler Abra en pensant que c'est Rose. Ah bah voilà, il manque un truc comme ça, ouais, justement. Ça aurait été pas mal dans le film, ça, ouais. Dans les quelques séquences que j'ai pu lire, c'est vraiment... là, tu te dis, ok, ils peuvent pas rester ensemble, c'est compliqué, et Abra, toute seule, elle peut pas s'en sortir non plus, même si elle est plus puissante que Rose. Rose peut réussir à la dégommer, en fait. Pas directement, mais en utilisant ses fourberies son shining et ses pouvoirs à elle, l'expérience. Ouais, l'expérience, ouais. Et la faiblesse de Danny, parce qu'il est quand même surtout beaucoup moins fort que Rose a l'air quand même assez immunisée contre les pouvoirs des Shining. Hein. Mais ça, c'est pareil, ça pourrait être un peu plus... Ouais. Enfin, sauf Abra, du coup, qui est trop puissante, évidemment, mais... Mais ouais. Ouais, ça manque un petit peu, ouais. Mais voilà, sinon, ma réponse, mise à part, oui, il fallait le faire. J'ai mis un moment avant de savoir s'il fallait le faire ou pas. Enfin, le film, il l'aurait pas fait. Bon, ça reste un bon film, ça reste un bon film de King. Ça reste une bonne suite à Shining, ce qui est, faut le faire quand même. Donc oui, ouais, ok, fallait le faire. Allez, Emmerich, dis-nous tout. Je suis d'accord, il y a plein de choses que vous dites, mais je vais être moins dans le descriptif et moins technique que vous. Je vais être plus dans le ressenti, plus dans l'émotion, disons. Parce que donc je l'avais vu au ciné, je l'avais vu en VO. Voilà, cheval de bataille. Mais je l'avais vu une fois et j'avais beaucoup aimé en fait. Mais vraiment. Mais ma première impression en le revoyant là, c'est un petit sentiment de déception quand même. Et vous savez, c'est un peu ce sentiment que quand vous apercevez quelqu'un qui vous plaît alors soit physiquement, hein, ou quelqu'un dont on vous parle en disant je pense que tu vas vraiment bien t'entendre avec cette personne. Entre parenthèses, c'est exactement ce que m'a dit Alan en me parlant de Julien.
Non, c'est vrai. Hein. J'aime pas la tournure que les choses prennent. Non, mais c'est bienveillant. C'est bienveillant. Alan m'a dit un jour, il faut vraiment que je te fasse rencontrer un pote, vous allez trop bien vous entendre. Et effectivement, du coup, on a lancé un podcast et on commence la 2e année d'un podcast. Donc, je trouve ça très cool. Donc, bref, au bout d'un moment, tu te dis, tu rencontres quelqu'un ou on te présente quelqu'un, tu dis, ah oui, c'est vrai que j'aimerais beaucoup discuter avec cette personne. Tu trouves quelque part le courage de rencontrer cette personne, de le faire. Ça se passe bien, vous décidez de vous voir, mais quand vous vous revoyez, cette deuxième rencontre, elle n'est pas à la hauteur de vos attentes. Parce que comme si, pas fait l'effet de surprise, vous apercevez que finalement, ça va peut-être pas aller bien loin en fait. En ce qui nous concerne, Julien, c'est pas du tout le cas. Mais ça arrive. Et peut-être que ça a moins à voir avec la personne qu'avec vous, finalement. Le problème vient peut-être des attentes et de l'état d'esprit. Fin de la métaphore. Je ne suis pas critique professionnel, je ne suis pas journaliste ciné, j'ai la culture cinéma que j'ai. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. On a un podcast de ciné amateur. Hein. Donc je dis ça parce que j'ai pas cette façon d'aller voir des films de manière dépassionnée. Juste comme ça, en fait. Je vais pas voir un film pour le plaisir d'aller, ou pour le principe plutôt d'aller voir un film. Alors peut-être que ça me dessert, hein, peut-être que ça m'ouvrirait des horizons ciné incroyables. Et d'ailleurs, en disant ça, un des seuls films que j'ai vu de ma vie par défaut, c'est Slevin. Slevin qui est... Comme quoi, ouais, du coup. Et c'est mon film préféré de tous les temps. C'est incroyable ce film. Et en fait, je me souviens juste que j'avais prévu d'aller voir autre chose, que soit il était plus à l'affiche, soit c'était complet. Du coup, je me suis rabattu sur Slevin et j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Là, vous me dites, viens, on le regarde maintenant sans problème. J'adore ce film. Mais du coup, tu ne l'as pas vu dépassionné. Tu l'as vu par défaut, mais tu y allais pour passer une soirée au cinéma. Tu avais envie de ressentir des émotions. Mais j'allais voir un film en particulier. Oui. Mais tu avais en plus la déception de ne pas voir ce film. C'est ça. Au moins, tu n'avais pas d'attente, quoi, du coup. Exactement. Ouais. Okay. Exactement, Alan. C'est exactement là où je veux en venir. Mais tu n'y allais pas dépourvu d'émotions. Au contraire. Pour le coup, je me dis, bon, t'as fait le déplacement, regarde un film, quoi. Tu vois. Puis bon, à l'affiche, t'as Bruce Willis, Lucy Liu, Josh Hartnett, Samuel Jackson. C'est a priori, tu peux rarement passer un mauvais moment, tu vois. Donc... c'est pas Samuel Jackson, c'est... Morgan Freeman. Morgan Freeman. Merci. Oui. Tout ça pour dire que je vais voir un film pour une actrice, en l'occurrence la Rebecca Ferguson, ça peut être un acteur, en l'occurrence ça peut être Colin Farrell par exemple, parce que j'aime beaucoup ce garçon, ou un réalisateur, etc., le pitch par exemple, mais je regarde jamais la bande-annonce. Quand il m'arrive d'être au ciné et qu'il y a une bande-annonce qui passe, soit je me plonge le nez dans le bouquin, et je fais abstraction, soit je discute avec la personne avec qui je suis, mais dans tous les cas, je ne regarde pas la bande-annonce. Si pendant les bandes-annonces vous vous retournez et vous voyez quelqu'un avec ses doigts dans les oreilles en train de faire là, c'est Émeric. C'est possible. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais je dis pas que c'est arrivé. Donc tout ça pour dire, les raisons pour lesquelles je suis allé voir Dr. Sleep sont les suivantes. Rebecca Ferguson. T'as dû être déçu un peu quand même. Oh merde. J'ai lu... Coupe son micro pour voir. Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Il l'a fait vraiment. Je vais parler. Je l'ai pas fait, mais attention, je suis à ça. Donc, Rebecca Ferguson, raison numéro 1. J'ai lu et beaucoup aimé le livre, raison numéro 2. Rebecca Ferguson, Evan McGregor, Mike Flanagan. Et, je ne sais pas si je l'ai cité, Rebecca Ferguson, évidemment. Qui ? Je crois. Ouais. Parce que j'ai vraiment, j'insiste, la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai vraiment, vraiment aimé, ce film. Mais peut-être que je l'aimais parce qu'il répondait à des attentes que j'avais vis-à-vis du livre, et du livre avant lui, donc Shining. Et c'est un côté satisfaisant quand même, quand nos attentes sont satisfaites, parce que c'est quand même pas tous les jours. Ouais, ça par contre, ouais. Alors, pourquoi ce deuxième visionnage n'a pas eu le même effet ? Parce que les acteurs sont bons, l'histoire est cohérente, elle n'est pas fidèle à 100%, mais ça reste une adaptation, on l'a dit. Donc c'est pas forcément gênant, du moment qu'elle est au service de l'histoire. Ouais, et pour le coup, on peut pas, quand on parle de bonne adaptation qui est pas forcément
Oui, fidèle au livre. Fidèle, voilà. Celle-là, elle marche plutôt bien en fait. Et celle-là, elle marche bien. Celle qui marche pas du tout, c'est Hannibal, par exemple. Par exemple. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, le film n'est pas à aucun moment au service de l'histoire originelle, quoi. Là, dans Dr. Sleep, tu t'y retrouves. Ouais. Tu lis le livre, tu regardes le film. Certes, il y a des différences, parfois un peu grosses, mais tu peux pas nier que c'est au service de l'histoire. T'as l'esprit de base qui est dans le bouquin. C'est ça. Si la mise en scène, elle est efficace. Enfin, vous en avez parlé. Ouais. Pourquoi Mike Flanagan? Tu disais que c'était partie des raisons. Ça m'intriguait aussi. Ouais. En fait, j'ai vu les deux séries The Haunting of Bly Manor et Hill House. D'accord. Il me reste à voir Midnight Mass, mais j'aime beaucoup sa manière. Et je suis pas film d'horreur, c'est pas a priori c'est pas mon truc, parce que justement j'aime pas on en parlait tout à l'heure avec Julien, les jump scares. Tu sais, où t'as une scène toute calme, t'as une note de violon qui traîne. T'as la caméra qui bouge lentement, tu vois pas du tout les angles morts, c'est fait exprès. T'es en mode point de vue, hein, la caméra c'est toi, et d'un seul coup t'as un chat qui te tombe sur l'épaule ou sur une table, juste pour que ton rythme cardiaque prenne 20 points d'un seul coup. Ouais, heureusement les films d'horreur se résument pas à ça. Mais tu vois, il y en a où excessivement gore par exemple. Ouais. Mais Flanagan fait pas ça. Il y en a, hein, attention, il y en a, mais ils sont pas anodins, c'est pas gratuitement, enfin ça arrive pas comme ça. Je trouve sa manière de faire du film d'horreur assez intéressante en fait, et en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc du coup moi son Dr. Sleep, sachant que le livre était, il y avait matière à faire quelque chose d'horrifique, d'anxiogène, mais pas forcément de gore ou pas forcément trop dans la surenchère, et je trouvais que c'était la bonne personne pour non mais clairement pour le faire. En plus là justement il évite tous les jumpscares, il bosse plutôt sur l'ambiance et des moments horrifiques qui sont amenés. Oui, parce que mine de rien, il n'y a pas grand chose de dramatique. Il y en a une, c'est la scène de torture de Billy. Ouais, tu vois. C'est surtout ça. Ouais. Celle-là, elle est terrible, mais elle est terrible parce que c'est la seule. Tu vois, si t'en avais eu 3-4 avant, 3-4, il y a des gens qui meurent évidemment, tu vois, mais tu ressens pas la même douleur quand le père de Abra meurt, par exemple. Bah, tu le vois même pas. Tu le vois pas mourir, tu le vois pas mort. Tu vois juste une espèce de masse par terre, quoi. Tu vois pas tout ça, tu vois pas les morts. Les morts qu'on voit le plus, c'est la bande de Rose, quand ils sont piégés dans la forêt. Là. Voilà, ils meurent, tu vois juste la douleur de Rose, mais ces gens, tu les connais pas, t'as pas passé 30 secondes avec eux de tout le film. Ils sont là en fond, ils meurent, tant pis, tant mieux, on s'en fout. Puis après la mort de Billy, t'es bien content qu'ils meurent tous. Exactement. Oui, en plus. Exactement. Mais cette mort de Billy, elle est là, tu vois. Et ben, donc Flanagan fait ça, en fait. C'est jamais ostentatoire, c'est jamais gratuit. Quand t'as une scène qui est là et qui te fout qui te montre un peu tes tripes, eh ben, c'est impactant, justement. Donc c'est pour ça, encore une fois, parce que j'ai lu Dr. Sleep, et le fait que ce soit lu, ça m'intéressait, en fait. Très bien. Et puis il n'y a rien de pire que les jeunes scares typiques américains. Justement, comme tu dis, des fois, en plus, ils annoncent la couleur en faisant monter la musique juste avant. Et ils désamorcent même le jumpscare avant ça avec la musique. Parce que t'as deux options en fait. Soit la musique monte et il n'y a rien, elle redescend, soit la musique monte et t'as un truc. C'est l'un ou l'autre. C'est un cliché. C'est contre-productif cette musique qui est juste avant le jumpscare. C'est pour un public qui va dans des fêtes foraines, dans des maisons fantômes. C'est un public qui vient pour se faire peur, donc tu lui donnes ce qu'il veut. Avoir un petit sursaut, mais pas trop violent. Donc voilà, c'est ça. Un qui le fait très bien pour le coup, les jumpscares, c'est Malignan. Lui, il te fout pas la paix une seule seconde, quoi. Il y a des jumpscares dans Malignan ? Ouais, je me souviens plus. Ok, ouais. D'accord. Non, justement, et ce qui marche le mieux en horreur, on reprend Ring ou la période où les films japonais faisaient du super bon film d'horreur. T'avais de l'angoisse, genre à l'écran, t'avais pas de musique, t'avais rien, et c'est parce que ton œil captait quelque chose de pas normal, mais il te le disait pas. C'est comme à The Eye, justement, t'as une scène comme ça qui est impactante, où il y a des fantômes à l'écran, mais c'est toi qui t'en rends compte. C'est pas le film qui va te dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Et c'est toi, tu finis par remarquer qu'il y a quelque chose de pas normal, et c'est super efficace comme ça. C'est vraiment bosser sur l'ambiance, quoi. Ce que fait Shining. En modifiant ses décors, en modifiant les perspectives, en modifiant le bâtiment.
où tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais c'est pas visuel, c'est pas quelque chose qui te saute à la gueule, c'est pas un monstre qui te saute dessus. Ce que fait moins du coup Dr. Sleep, qui est plus premier degré dans ce sens-là en fait. Là, pour le coup, tu peux chercher, tu peux chercher des choses cachées. Non, il te montre tout. Franchement, il y va quoi. Il te raconte vraiment l'histoire, il te montre les choses. C'est vrai qu'il aurait pu pousser un peu plus le truc sur émotionnel, ouais. Mais les scènes mentales, par contre, sont vraiment très très classe. Ok, pardon, Émeric. Non. Donc malgré tout ça, j'ai eu un sentiment un peu d'ennui en le voyant pas. Oui, c'est le développement qui est un peu trop long, c'est ce que je dis. Il faut que j'arrête de te couper. Vas-y. Non, mais parce que sur le papier, tout est bon. Hein. Tu vois, il y a les refs au livre. Je parlerai des refs de Shining après, du coup. Cool. Parce que là, je suis d'accord avec toi, Alan. A priori, tout est là, en fait. Et encore une fois, la première fois, j'ai bien aimé parce que je m'y suis retrouvé. Même les écarts que le film prend, c'était cohérent, encore une fois, au service de l'histoire. Après, voilà, j'ai vraiment du mal à mettre le doigt sur sur ce sentiment. En fait, l'origine de ce sentiment d'ennui que j'ai eu à ce deuxième visionnage. Alors peut-être je me dis, voilà, c'est peut-être dû à mon état d'esprit du moment quand je l'ai vu, tu vois. Mais en même temps, c'est subtil, c'est des choses comme ça que j'ai pas forcément compris. Au bout d'un moment, il y a Danny qui... la caméra est fixe. Enfin, elle est comme posée sur un trépied, en fait. Donc, elle n'est pas mobile, elle va juste pivoter de droite à gauche. Donc, on voit Danny... fait 2 fois, je crois, dans le film, ce mouvement. Ouais, et du coup, en fait, on voit Danny en train d'écrire un truc sur son mur. Donc, comme il est devant, on ne le voit pas. La caméra pivote juste pour le suivre en temps réel sortir de chez lui. Et elle rebascule, elle reglisse à gauche, comme ça, pour voir ce qu'il a écrit sur le mur. Je dis, mais... Enfin... Pourquoi cet effet-là ? Enfin, j'ai pas compris sur le coup. Et donc ça, c'est un élément de mise en scène. Bon, c'est un choix, c'est pas grave. Mais il y a eu aussi... Quand vous dites qu'il y a 2 films dans ce film, je suis d'accord avec vous. Je suis juste pas d'accord au moment où vous dites que le deuxième film commence, en fait. Moi, en fait, je crois que le premier film s'arrête quand Danny n'est plus Dr. Sleep. En fait, c'est les patients de cette maison de repos qu'il appelle Dr. Sleep, parce qu'il les accompagne. Et j'adorais voir 2 heures de ce film, en fait. Ouais. Vraiment. Et je trouve que... De la vie de Danny en Dr. Sleep. Ouais, ça, j'aimerais beaucoup voir un film dessus. J'avais oublié d'en parler de ça, ouais, justement, mais ça m'a impacté, ce truc. Je trouve ça très beau, et d'un seul coup, ce n'est plus là. Et parce qu'on passe à autre chose, et pour moi, effectivement, le film bascule sur un autre film, et c'est ok, parce que c'est l'histoire qu'on veut raconter, tu vois. Mais il y a eu comme ça un shift, comme ça, et pour moi, les 2 films sont là, en fait. Il y a d'une part, l'évolution en tant qu'être humain de Danny, jusqu'à enfin trouver sa place. Au bout d'un moment, il dit à un de ses patients, je suis désolé, je devrais pas être là, parce qu'il vient de pénétrer dans la chambre, et justement le patient lui dit, mais je crois que vous êtes exactement là où vous devez être. Phrase que dit le patient à Danny, phrase que dira Danny à Abra plus tard. Et je trouve que les 2 sont vrais, mais les 2 font pas partie forcément du même film ou de la même histoire, en fait. Ouais, surtout que du coup, après, en fait, il revient en arrière, il rechute finalement... Enfin, il revient sur les traces de son père, etc. Il y a encore des démons à battre, alors qu'à ce moment-là... À ce moment-là, tout va bien. Ouais, il était... Après, voilà, le Shining le rappelle et tout. Bon, voilà, encore une fois, c'est l'histoire qui est racontée. Ouais, pas tort, ouais. Mais voilà, et donc, il y a cette espèce de... Alors, ennui, c'est peut-être pas... Voilà, ennui, c'est une question de rythme, c'est pas forcément gênant. Mais cette déception, je pense qu'elle est là aussi de l'avoir revue. Passer l'effet de surprise, comme je disais tout à l'heure, où... Ouais, ok, cool, j'ai retrouvé les références que je voulais, j'ai les références à Shining, même si je suis d'accord avec toi, là il y en a trop, mais de ouf, il y en a trop, c'est bon, on a compris, c'est l'Overlook, c'est bon. Il se serait arrêté à quelques démons, cette scène où il parle à son père, sans parler à son... Enfin bref, toi, où ça, monsieur veut pas. Celle-là, elle est bien, elle est un peu pompeuse. Julien, je te vois. Si, elle est bien parce qu'en plus, on ne te voit pas, on n'est pas filmé. Julien. À ce moment-là, Danny réussit là où son père avait échoué justement. Voilà, elle sert à ça cette scène en fait.
Elle sert à deux choses, à ça, et elle sert aussi à nous expliquer, pour ceux qui n'auraient pas lu Shining ou qui l'auraient pas vu, ou bref, ça sert à nous rappeler ou à nous indiquer pourquoi Jack avait sombré dans l'alcool. De manière un peu facile, je suis d'accord, en disant, mais un homme fait ce qu'il peut, un homme gagne sa vie comme il peut, et en fait un homme, d'un seul coup voit une femme, d'un seul coup voit un enfant, et en fait il dit, et ça, il montre le verre d'alcool, et ça, c'est le médicament. Comme s'il l'avait subi, comme s'il avait vécu comme une espèce de cancer, le fait d'avoir une famille, d'avoir un enfant en fait. Oui, d'accord. Donc c'est un peu facile, je suis d'accord, mais cette scène, elle mérite d'être là pour ça, en fait. De raccrocher les wagons. Avec le refus pour dire non, lui, il se fera pas avoir pareil, ça reste le bon, il se fait pas avoir par l'Overlook. Ce qui est facile, puisque Danny n'a ni famille ni enfant, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il s'était déjà pas fait avoir par l'Overlook à l'époque. Mais ouais. Mais si, oui, c'est pas mal quand même. Donc, enfin, ces références, elles sont mal dosées, je dirais, en fait. Mais voilà, il y a vraiment cette déception pour moi, elle est là, elle est de voir que après coup, je me dis que j'aurais préféré presque voir un autre film que celui-là. Sur le même thème, enfin avec le. Sur le même thème, ouais. D'accord. Mais voilà, du coup, je sais pas si... Bref. Enfin, en tout cas, étendre la partie... Enfin, une fois que ça s'est terminé, en le revoyant là, je me suis dit que non, c'est vraiment dommage cette histoire de Dr. Sleep, finalement. Ben, c'est un peu ça qui m'a intéressé, finalement. Tu vois. Et ouais, donc, c'est vrai que cette partie sur la maison de retraite, c'était pas mal, parce qu'on montre rarement la mort comme ça au cinéma, je trouve. Enfin, il y a déjà eu, mais... Il y en a deux morts. Je crois qu'il y a 2 patients et les 2, elles sont incroyables. Mais c'est vrai que super belles. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a, il y en a un qui dit, il y en a un qui dit je vois ma femme, ce qui est d'une part très touchant, et l'autre qui dit je sens les myrtilles. Et ça aussi c'est super beau, quoi. Enfin, dans les 2 cas, c'est hyper juste et tout. Et quand il y a un moment il y a pas mal de moments impactants dans ce film. Il y a la mort de Billy, il y en a plein. Il y a Rose, Rose qui se fait éjecter quand Abra lui dit Get out of my head, sort de ma tête quand elle est au supermarché. Tu vois la puissance quand Rose dégage en arrière, elle fait 10 mètres derrière. Mais donc elle se fait éjecter, littéralement, physiquement. Et elle essaie de se relever et elle se reprend un coup. Enfin, ça montre vraiment que à la fois Abra, elle maîtrise pas forcément, disons, sort de ma tête, elle l'éjecte, mais que juste après c'est maîtrisé parce qu'elle lui remet un coup volontairement en fait. Donc il y a des moments comme ça hyper impactants. Mais pour moi le plus impactant, c'est justement quand Danny est au chevet d'un des vieux monsieur qui a 30 secondes de mourir en fait, et que le monsieur lui dit qu'il a peur, et d'un seul coup Danny parle dans la tête du monsieur. Il a arrêté d'utiliser la parole et il a projeté son esprit dans celui en tout cas sa pensée dans l'esprit. Et en fait, je sais pas sur quel support vous l'avez regardé, mais en fait, moi j'ai un home cinéma, et du coup cette voix, quand elle passe dans la tête, elle te prend tout. Hein. Elle te prend tout. Elle est hyper sombre, elle est hyper caverneuse. Au ciné, ça devait être cool ça du coup. Elle te prend tout et tout de suite c'est impactant. Et la réaction du monsieur quand il entend cette voix, enfin quand il ressent cette voix, plus que de l'entendre, enfin, ce mouvement de recul qu'il a, ce mouvement de clarté, je trouve ça, pour moi, c'est le moment du film qui m'a impacté. Ça aurait pu être une scène de la semaine, du coup. J'avoue. Ah, ok. Superbe. En niveau marketing, vous êtes très très bon. J'aime beaucoup. Donc, puis en plus, ça vient en écho au cycle du nœud, enfin de ces vampires, en tout cas, qui eux ont une mort qui n'est pas du tout apaisée, au contraire. C'est ça. Alors ils vivent très long. Celui qui meurt avait plus de 2000 ans de vie, donc il en a vu des choses, mais sa mort est tourmentée et violente. Dans le livre encore un peu plus, mais en tout cas, ouais, contrairement à l'apaisement que peut apporter aux humains. Ah, bien vu. Ça, j'aurais aimé un peu plus de ça, en fait. Pas forcément un film là-dessus, parce que c'est pas du tout ce que raconte Stephen King. C'est ça. En même temps, Dr. Sleep, il ouvre à cet univers. Autant Shining était très fermé dans l'Overlook, et
tu me projettes pas. Enfin, tu comprends. Il y avait ce cimetière indien, celui hanté. On explique à Danny que il y a des lieux qui le sont. Il y a des personnes qui ont le Shining et tout ça. Mais ça reste quand même un huis clos assez fermé. Alors que là, il l'ouvre sur l'univers, sur le. Tu te dis qu'il y a un monde qui existe autour de Shining avec des gens qui l'ont plus ou moins. Danny dit à Rose à la fin en disant mais ça fait quoi de savoir que vous êtes la dernière? Elle lui dit mais mon chéri, qui te dit que je suis la dernière? C'est ça. Tu vois, et j'aime bien ça, le fait que effectivement pourquoi ce serait les seuls. Ouais, il y a d'autres groupes de vampires pareil. Oui, ça. Mais du coup il essaime comme ça. Plein de petits points que tu aimerais voir développer, y compris la vie de Danny Torrance en tant que Dr. Sleep, qui effectivement est survolé, hein. Mais à ce moment-là, on pourrait beaucoup plus développer juste cette partie-là, en faire un film. On serait plus sur un ligne verte qu'un Carrie, pour le coup. Mais il y aurait moyen de faire quelque chose de très important. Et en même temps, connaître l'histoire et de ces possesseurs de Shining, et en même temps, du coup, il doit y avoir des gens qui luttent, peut-être deux frères dans une voiture qui sont blindés, qui s'appelleraient Sam et Dean au hasard. Bon, bref. Mais qui parcourent le monde à la recherche de ces gens-là pour buter les monstres. Peut-être, hein, mais il y aurait quelque chose à faire là-dessus aussi. Il y a quelque chose sur Abra, l'avoir grandi, évolué. Tourner bien ou tourner mal, parce qu'en fait la question n'est pas résolue. Elle doit sûrement revenir dans un bouquin de King. Hein. C'est souvent relié, hein, les bouquins de King. Mais donc, le personnage, il va revenir. Hein. 2013, mais il a fallu longtemps quand même à King, et il faut qu'il, enfin, même si le personnage le tourmente de savoir ce qu'il est devenu, ça peut prendre du temps, donc on verra sûrement jamais la fin. Mais en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ce personnage-là, il y aurait un intérêt à le développer à un moment et de savoir ce qu'elle est devenue. Peut-être même d'en faire une méchante. Voilà, donc tous ces petits points d'univers pourraient être développés. Là, je te sens un peu refroidi T'aurais voulu voir d'autres choses. En même temps, si t'avais vu autre chose, t'aurais dit mais peut-être que ça me manque. Dans l'idéal, j'aurais vu un film Dr. Sleep sur l'évolution de Danny, en fait. Mais t'aurais fallu un autre film. Exactement. T'aurais voulu voir un petit peu moins, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a deux histoires en parallèle qui vont finir par se rencontrer, quoi. Et en fait, t'aurais voulu voir un peu moins de Ferguson. Dans un monde idéal. Parce que tu t'es rendu compte. Arrête. Alors juste, je t'arrête tout de suite. Tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était peut-être cette partie-là qui était un peu ennuyeuse. En fait, j'aurais voulu un film, dans l'idéal, un film sur Dr. Sleep, le vrai Dr. Sleep, celui qui accompagne les gens en fin de vie. Ouais. Ensuite, un film sur trilogie, Rose. Trilogie. Exactement, un film sur Rose. Exactement. Et celui qui va faire le lien entre les deux sur Abra. Ouais, faut avouer ça. Mais encore une fois, c'est plus du tout la même histoire, forcément, tu vois. Mais... Non, mais ça aurait été une série en 10 heures, 10 épisodes. Non, 3 épisodes. 3 épisodes d'1 heure et demie, tu vois. Voilà. 2 heures, moi ça me va. Donc ça fait 9 épisodes d'une demi-heure. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, tout mérite d'être développé, mais en même temps, je suis content qu'ils aient tout condensé. Ah, ok. Parce que le film fait quand même 2h30, tu vois, c'est pas... C'est... 2h30. T'as vu la version longue? Parce qu'il y a deux versions, il y a une version longue et une version... J'ai dit voilà, la version longue, alors. Ah oui. Ouais, moi j'ai pas vu 2h30 de film. Si, moi aussi, c'était long. Hein. Mais c'était long parce que c'est une question de rythme. non, c'est aussi le film. Avatar, il est hyper long. Moi, Avatar, je vais au ciné, ressenti 6 heures. Non, 2h31 le film, donc tu les as pas vu passer en fait. J'exagère, attends, je dis un brin de mal d'Avatar une fois. Non, mais sur le rythme. En 1h09. Il a un super rythme, Avatar. Par contre, Monsieur peut tailler Rebecca pendant 1 heure. Il y a 2 poids 2 mesures ici. Non, si, il y a 2 poids 2 mesures, qu'est-ce que je vous dis. C'est juste le personnage. On a revoté pour qu'il soit président encore cette année. On n'a pas encore voté. Ah, on n'a pas encore voté. Oui. Vous êtes sur la sellette, Alan, faites attention. 2h31. Oui, bah ok, autant pour moi. Voilà, donc tu les as pas vu passer en fait. Oui, parce que c'est les scènes avec Rebecca, alors forcément. Voilà.
Non, mais c'est des fois que c'est Alan des fois qu'il Till. a l'intention de dire un non comme ça peut peut-être encore te faire changer d'avis, de dire ouais, bon, d'accord. Non, il fallait faire ce film, on est d'accord. bon. Bien sûr, oui, il fallait faire ce film, je réponds à la question. D'accord, oui, c'était pas gagné là pour le coup avec ton Non, deuxième mais, visionnage. mais comme toi, j'ai vachement hésité. Ok. Vraiment. Après, je me suis dit, bon, tu peux pas quand même juger un film sur ce que tu aurais voulu qu'il soit. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce film, en tant que tel, oui, effectivement, on peut pas dire du tout que c'est un mauvais film. Ouais, non. J'ai pas passé Ouais. un mauvais moment du tout. Il y a juste un petit côté acte manqué, quoi, en ce qui me concerne. Sur l'histoire que j'aurais bien aimé qu'on me raconte. Mais ce film, en l'état, c'est un très bon film. Ah ouais. Voilà. Donc c'est 3 oui, finalement. T'es 3 oui. Ok. Bon, tu prenais assez peu de risques avec celui-ci quand même. Ouais. Non, c'est vrai. J'en sais rien. Oh, bah, si on l'avait juste sur l'adaptation pure, ça aurait été un non. Parce qu'on était quand même très éloigné de ce qu'avait voulu. Oui, non, alors, là-dessus, je suis pas sûr. Hein. Non, parce que c'est au service de l'histoire, encore une fois. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ouais, et ça de l'histoire et colle. du support. C'est ça. Mais s'il a fallu le juger purement sur est-ce qu'il est fidèle au livre, ben du coup il l'est pas, mais c'est mieux qu'il le soit pas. Ouais. Oui. Donc, Donc une bonne adaptation quand même. Donc, Une bonne adaptation, c'est pas forcément fidèle. Hein. C'est ça le truc. Non, si c'est au service de l'histoire. Bah, Shining, tout. par exemple. Qui est assez fidèle au final, Shining, non? Je me souviens plus. J'ai lu le bouquin, mais je sais pas pourquoi il aime pas King, parce que c'est. il y a ça beaucoup de ressemble- liberté sur la famille, Torrance. Ouais. Je me souviens même plus. Ça, je sais pas, moi ça m'avait pas choqué plus que ça, les différences. Mais il fallait ça, quoi. Il fallait faire ressentir le Shining comme ça. C'était. Donc oui, il fallait faire Shining. Pardon. Oui, tant qu'à faire, autant juger Shining aussi, direct. joué. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter? C'est maintenant parce qu'en général on coupe et après on continue d'en parler et on C'est se vrai dit que des fois, ça continue après, putain, ouais. pourquoi on a arrêté l'enregistrement? Oui, mais parce qu'il nous faut quelques minutes pour digérer ce qui a été dit aussi. Donc, Ok, c'est alors quelques minutes de blanc. quelques minutes de blanc, voilà. Voilà. Alan va nous siffler Non. le générique d'X-Files. Allez, c'est Ou une parti. histoire, par exemple, qui est une histoire drôle. Une histoire drôle. Non. Oui, du coup, j'arrive pas à me concentrer. Personne n'a une histoire drôle. Si, t'en as eu une jolie tout à l'heure. Non, Si, c'est bon. sur l'éléphant. Non, mais c'était entre nous, ça, c'était Ah, dur. pardon, ok. On fera. Si tu veux qu'on fasse Une des émission épisodes spéciale. spéciaux Spéciale histoire drôle. sur les histoires drôles, on pourra. Bah, vous n'aurez pas d'histoire drôle. Non. Enfin, si vous la voulez, faut envoyer un message à Julien sur Twitter. Là, il y Si elles aura sont pas chères en plus. C'est ça. On a un Kingle du coup cette semaine ou pas Non, alors on a une chanson. C'est Frank Sinatra.